Voilà, donc deuxième partie, je vais vous parler de la déclinaison de ce qu'a dit Madame Morfin sur la région Pays de la Loire, de la manière dont ça s'est mis en place et de la manière dont aujourd'hui c'est organisé. Donc voilà, je suis Alain Ridard, je suis pour certains qui me connaissent sous un autre angle, puisque je suis aussi le correspondant régional de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ce n'est pas l'objet de mon activité aujourd'hui, puisque je suis le responsable de l'accompagnement des professionnels et nous accompagnons le déploiement et la mise en place du SPRO dans le cadre sous le pilotage de la commission SPRO du CREFOP. On en parlera en quelques mots tout à l'heure. Alors, effectivement, là, vous avez sous les yeux, en fait, l'identifiant de ce qu'est aujourd'hui le service public régional de l'orientation sur les Pays de la Loire. C'est cette volonté à la fois de ne pas parler de SPRO, qui est quelque chose d'un peu difficile à lire, mais bien de parler d'orientation Pays de la Loire tout au long de la vie, avec cette volonté qui est de dire que c'est bien tout au long de la vie que les choses se passent et qu'il faut donner de la lisibilité à la notion d'orientation en répondant à cette logique dont parlait Madame Morfin tout à l'heure, on est dans une réflexion qui concerne la sécurisation des parcours professionnels, qui est un peu différente de celle qu'on connaissait avant, qui était la sécurisation de l'emploi. Aujourd'hui, on est dans une logique où on se dit que les gens vont devoir sans doute changer d'activité au cours de leur parcours professionnel et qu'il faut leur donner des outils et des moyens pour accompagner ces évolutions de parcours, ces transitions, ces parfois métiers différents. Et donc la logique, c'est de leur mettre en place, et ça c'est véritablement la loi de 2009, c'est le droit à l'information et à l'orientation, c'est-à-dire leur ouvrir de nouveaux outils qui vont leur permettre d'être accompagnés tout au long de ces différents éléments, de ces différents temps de leur parcours professionnel, où ils vont pouvoir trouver des structures qui vont les accompagner dans leur réflexion, qui vont les accompagner dans leur réorientation, dans leur reconversion. Et c'est donc ça la logique du service public initialement, en 2009, de l'orientation, devenu par la loi de 2014, le service public régional de l'orientation, puisque c'est la région qui a pris la coordination de l'ensemble de l'activité du service public de l'orientation, sauf pour la partie éducation nationale qui reste du domaine de l'État. Voilà. Alors, eh bien voilà, ça ne marche pas. Il faut que je clique là. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein, d'une logique de sécurisation de l'emploi, une logique de sécurisation des parcours. C'est-à-dire que maintenant, auparavant, la logique était de faire en sorte qu'on soit sur le maintien dans l'emploi. Maintenant, on est plutôt dans une logique d'évolution et on va donner des outils qui vont permettre aux gens d'accompagner ces différentes évolutions dans leur parcours. Et donc la loi de 2009 qui propose ce nouveau droit à l'information et à l'orientation. Tout ça pour dire, mais Madame Morfin l'a déjà dit, cette volonté de travailler sur l'information, c'est pas nouveau dans la région Pays de la Loire, qui est, il faut le rappeler, c'est quelque chose d'important, parce qu'on a été parmi les premiers, et que déjà en 2007, donc avant la loi, la COPIR, qui est la structure qui a été remplacée maintenant par le COPAREF, mais qui regroupe les partenaires sociaux, avait commencé à travailler sur cette question de permettre aux salariés, aux actifs, d'être accompagnés dans leur parcours professionnel. Et ce qui avait donné lieu à l'expérimentation du premier CEP en 2009, qui a été, comme ça a été dit, un des éléments forts pour l'évolution à venir vers ce deuxième CEP,
qui a été acté dans le cadre de la loi de mars 2014 et par le décret du 16 juillet 2014. Je suis là pour le cahier des charges. Voilà. Et donc, parallèlement, la demande dans le cadre de la loi de 2009, c'était d'abord de mettre en place ce service public de l'orientation pour pouvoir répondre à ce nouveau droit qui était celui de permettre aux personnes d'avoir une information sur leur orientation professionnelle. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler, comment ça s'est construit, parce qu'effectivement, il s'agissait de faire travailler des acteurs qui avaient parfois l'habitude de travailler ensemble, parfois se connaissaient pas totalement tous, parce qu'on a quand même une belle habitude de travailler en tuyau d'orgue, et donc le champ des actifs salariés n'est pas celui des actifs demandeurs d'emploi, n'est pas non plus celui des jeunes et des étudiants, et donc la volonté dans le cadre du SPO, quand on parle du tout au long de la vie, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces acteurs travaillent ensemble. Voilà, et ça, donc l'organisation progressivement s'est mise en place et a abouti sur le nouveau périmètre en 1er janvier 2015, nouveau périmètre du service public régional de l'orientation et la mise en place du CEP et du CPF. Et donc, le travail pour nous a été de décliner ça tout au long de ces différentes années pour le rendre opérationnel auprès des personnes. Donc je ne reviens pas sur la loi de 2009, la loi de 2014. Hein. On est là dans un prolongement. Vous dire quelques éléments de ce qui a été dit. Le service public régional de l'orientation, c'est deux choses. C'est à la fois des services dématérialisés et à la fois des services de proximité. Et que tous ces éléments concourent au service public régional de l'orientation. Et dans les services dématérialisés, on entend à la fois les plateformes téléphoniques, à la fois les sites d'orientation, et dans les services de proximité, on entend à la fois les lieux d'accueil physiques des différentes structures, mais aussi les manifestations sur les différents thèmes, type salons, forums, qui concourent aussi à l'information pour les personnes qui souhaitent avoir de l'information. Alors, rappel des objectifs communs qui concourent à mettre en place ce service public de l'orientation, c'est d'avoir des services publics qui soient labellisés en proximité, qui puissent permettre à chacun de trouver près de chez lui une structure qui lui rende au moins un premier niveau d'information, et qui puisse rapidement l'aiguiller vers une autre structure. Alors on parle, nous, d'aiguiller pour ne pas faire la confusion, parce qu'entre orienter, ça devient compliqué. Donc le langage qu'on a adopté en région, c'est de parler d'aiguillage. Le niveau 1 du SPRO aiguille vers une autre structure du niveau 2. Donc voilà, ça c'est l'objectif commun qui est admis entre l'ensemble des structures du territoire, c'est de pouvoir, à partir du moment où ils sont labellisés, donner accès à une information complète et objective. Et on reviendra tout à l'heure sur la définition du niveau 1. Et des objectifs communs, et le plus important, c'est celui que toute personne en demande d'information sur l'orientation ou la reconversion professionnelle puisse avoir une réponse en ne faisant pas plus de 2 clics ou en ne poussant pas plus de 2 portes. Voilà, c'est ça vraiment l'objet qui concourt à l'ensemble de la mise en œuvre de l'articulation des structures du service public régional de l'orientation. Faire en sorte que les gens ne soient pas baladés, mais qu'en 2 clics ou en 2 portes, ils soient sûrs de tomber sur la structure qui va pouvoir les prendre en charge et les accompagner dans leur demande d'information. Voilà. Et pour certains d'entre vous, vous aviez peut-être vu l'ancien logo Orientation pour tous, qui était le logo du service public régional de l'orientation, service public de l'orientation, et qui est maintenant remplacé par ces logos Orientation, Pays de la Loire, tout au long de la vie. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'on est bien dans la continuité, que ce n'est pas 2 choses l'une à côté de l'autre. Progressivement, va disparaître ce logo Orientation pour tous.
Donc, comment les choses se sont mises en place? Parce que la première étape, c'est d'abord d'amener les opérateurs, hein, qui ont été retenus dans le cadre du service public de l'orientation, de travailler ensemble pour que, eh bien, il y ait, il n'y ait pas d'incompréhension dans la mise en œuvre, que les acteurs soient bien d'accord sur la manière de travailler, sur les limites de l'intervention des uns par rapport aux autres, sur la complémentarité nécessaire, sur la mise en œuvre des articulations entre les différents opérateurs. Et donc, ça s'est traduit par l'élaboration d'une charte, la charte régionale du service public de l'orientation, qui est un peu l'élément structurant de tout ce qui va se faire sur le territoire ensuite, et qui a vraiment vocation à fixer le cadre d'action pour l'ensemble des opérateurs du SPRO. Alors c'est une charte qui a été adoptée par l'ensemble, et on voit ici l'ensemble des partenaires qui y ont participé, c'est-à-dire toutes les structures qui sont aujourd'hui partie prenante du SPO à l'origine, hein, puisque cette charte a été adoptée en 2013. Et donc on y retrouve pour la région Pays de la Loire, l'Éducation nationale, Pôle emploi, l'Union régionale des missions locales, les centres d'information jeunesse, Cap emploi, le FONGECIF et les trois universités ligériennes, ainsi que le réseau Intermif, qui sont les structures qui composent aujourd'hui le premier niveau du service public régional de l'orientation. La deuxième axe de travail qui avait été proposé, c'est l'incitation à l'accompagnement à l'émergence de réseaux locaux d'acteurs de l'information. Et c'est sous cette volonté que ça va se mettre en place, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de travailler d'un niveau régional, mais de faire en sorte qu'on puisse travailler sur des niveaux infrarégionaux et de faire en sorte que l'ensemble des réseaux que l'on a vus tout à l'heure puissent d'un niveau à un niveau local se mettre ensemble pour travailler ensemble, pour définir leur organisation, des axes de progrès en commun, puisque à partir d'un diagnostic, tous les territoires ont travaillé sur les axes de progrès qui pouvaient être mis en place, et aussi élaborer des articulations, vérifier la proximité vis-à-vis des usagers, qu'on soit sûr d'avoir une proximité, des possibilités d'accueil partout sur les territoires. Et donc l'ensemble de ces opérateurs vont se mettre en place sur chacun des territoires. Il leur a été aussi proposé de définir ce qu'étaient les territoires, et on va avoir une articulation qui va se faire en 17 territoires sur la région Pays de la Loire. Certains territoires ont fait le choix d'être de dimension départementale, c'est le cas de la Mayenne. D'autres territoires vont faire le choix d'être de dimension infradépartementale, puisqu'on compte par exemple 4 territoires sur la Vendée, 5 sur la Loire-Atlantique. Voilà, c'est l'idée de ce qui aura été fait, c'est toujours de faire en sorte que ce soit les acteurs territoriaux qui travaillent ensemble, apprennent à se connaître, créer de l'interconnaissance pour essayer de dynamiser et de mettre à disposition du public des outils qui soient véritablement adaptés à la réalité de leur territoire. Autre travail, c'est l'accompagnement à la professionnalisation en réseau des acteurs. Et ça, c'est un élément qui très vite a pris sens, puisque quand on veut aiguiller, c'est-à-dire passer d'un niveau à un autre, eh bien, il faut que la personne qui aiguille soit en mesure de connaître la réalité de l'offre de service de tous les autres prestataires. Et donc ça se fait dans un travail d'interconnaissance qui a été réalisé au niveau infrarégional dans tous les territoires. Le travail a été fait pour que les structures se connaissent, parce que parfois, le paradoxe qu'on a rencontré, c'est que travaillant sur des territoires très proches, sur des thématiques très proches, eh bien, il y avait des gens qui ne se connaissaient pas parce qu'ils n'avaient jamais pris l'occasion de se rencontrer. Et donc, c'était aussi quelque chose d'intéressant de créer cette synergie, de créer cette interconnaissance sur l'ensemble des territoires. Et puis, on va le voir aussi maintenant d'un niveau régional. Il y a un travail qui est fait, donc effectivement accompagné par le CARIFOREF pour mettre en place des plans de formation. Et
le système d'information qui a été entièrement revu pour décliner aujourd'hui une information véritablement adaptée au public, mais aussi aux professionnels de l'orientation. On va le regarder tout à l'heure. Voilà. L'articulation SPRO-CEP, je revenais, on n'a pas tout à fait, la lecture n'est pas tout à fait la même, mais pas très éloignée. Depuis le 1er janvier 2015, 2 nouveaux opérateurs ont intégré le service public régional de l'orientation. Ce sont les OPACIF et l'APEC, puisque de fait, étant opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, ils intégraient le service public régional de l'orientation. Et donc, voilà aujourd'hui ce que sont les opérateurs des services publics, du service public régional de l'orientation, que l'on va trouver pour une grande partie d'entre eux sur les différents territoires, les 17 territoires SPRO de la région. Et donc, on identifie bien un premier niveau qui va être ici, premier niveau dans lequel on entend une information minimale et aussi l'accompagnement à la recherche d'informations. Pour nous, le premier niveau du CEP, c'est 3 choses. C'est cette capacité à faire un premier diagnostic, cette capacité à aiguiller vers la structure la plus adaptée pour répondre à la demande de la personne, et aussi de pouvoir être en mesure d'accompagner les personnes dans la recherche d'informations qu'ils peuvent avoir et de mettre à disposition des informations de base. Voilà, c'est ces éléments-là qui concourent à ce qu'est le premier niveau du CEP. Et ensuite, il y a une deuxième approche qui est celle du conseil et de l'accompagnement personnalisé que l'on retrouve au travers des opérateurs du CEP et des 5 opérateurs qui ont été retenus pour le CEP. Alors là, il y en a 6 parce que le FONGECIF est un OPACIF, mais comme il est un peu plus important que les autres, on a dissocié les OPACIF du FONGECIF. Hein. C'est pour ça que vous en trouvez 6 alors qu'on parle de 5. Le choix qui a été fait sur la région par les instances politiques, c'est de ne pas, aujourd'hui, tant qu'on est dans une phase de mise en œuvre, avoir d'autres opérateurs que ceux qui étaient dans le cadre légal. Donc on en reste à ce cadre légal. Et puis, on considère qu'il y a aussi d'autres structures qui sont plutôt ciblées pour les jeunes et les étudiants, qui font aussi de l'accompagnement et qui font aussi du conseil personnalisé. C'est donc les SUIO et les CIO qui ne font pas partie des opérateurs du CEP, mais qui ont aussi des niveaux de compétences qui leur permettent de faire cet accompagnement. Et donc, 2 structures qui, pour elles, ne font que le premier niveau de l'offre de services du SPRO, c'est Réseau IJ et les MIF, qui sont, pour l'instant, sur ce premier niveau uniquement. Voilà. Et donc, naturellement, aujourd'hui, sur la région Pays de la Loire, on ne parle pas du premier niveau du CEP, on parle du premier niveau du SPRO, puisque, de fait, le premier niveau est une offre de service qui est commune à l'ensemble des partenaires, même s'ils ne sont pas opérateurs CEP. Alors, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le bilan de compétences, simplement rappeler que le bilan de compétences n'est pas intégré au SPRO, il n'est pas intégré au CEP. C'est une prestation complémentaire qui peut être demandée par les opérateurs ou par les personnes. Hein. Il n'y a pas aujourd'hui d'intégration, que ce soit du CEP et pour la région aussi de l'expert VAE, hein, du conseil en expert VAE, n'est pas intégré dans le service public régional de l'orientation. Ce sont des prestations complémentaires auxquelles on peut faire appel et auxquelles les conseillers peuvent faire appel. Voilà. Donc ça nous renvoie aussi à cette nouvelle prestation qui va se mettre en place au 1er janvier 2016, puisque jusqu'ici il existait, peut-être avez-vous entendu parler, des personnes ressources VAE qui étaient chargées d'accompagner les personnes en réflexion et qui souhaitaient se lancer sur ce dispositif pour les accompagner à la fois à la recherche de la certification la plus adaptée et de vérifier que les compétences étaient bien adaptées entre les compétences acquises et les compétences requises.
Aujourd'hui, ce dispositif qui était de 22 personnes sur la région a été revu comme étant une prestation complémentaire. Et donc, il y a 7 personnes aujourd'hui qui seront en place à partir du 1er janvier. La seule différence, c'est que le public ne peut pas avoir directement accès à ces personnes-là. Il doit passer par les conseillers en évolution professionnelle. C'est-à-dire que c'est une prestation qui est déclenchée par les conseillers en évolution professionnelle. Et parce que ça fait partie d'une des prestations qui est possible dans une réflexion sur son parcours professionnel, sur son évolution professionnelle. Et donc, ça, naturellement, tout le monde n'en a pas besoin. Et le travail de réflexion pour savoir si oui ou non c'est bien la VAE qui est la plus adaptée est plutôt du ressort des conseillers en évolution professionnelle. Voilà. Et c'est une prestation qui est, comme ça l'était jusqu'ici, financée par le Conseil régional. Je vous parlais des services de proximité et des services dématérialisés. Donc voilà, tous ces éléments sont des éléments qui concourent. Il faut savoir que le travail qui a été mené par chaque groupe local de définition des lieux et des espaces sur lesquels on pouvait trouver un premier niveau de service du SPRO nous a amené en fait à définir qu'il y avait sur la région 414 points d'accueil service public régional de l'orientation, que ces 414 points d'accueil étaient déclinés en 218 structures qui ont été labellisées. Voilà. Et que l'ensemble du territoire régional a été couvert, est à peu près couvert. Alors même si parfois il y a encore des espaces qui sont relativement larges, mais bon, qui devront être travaillés et les acteurs locaux s'y emploient. Donc ça, c'est les structures qui sont que l'on peut trouver sur le territoire. D'ailleurs, je ferais mieux d'aller à la diapo d'après, puisque voilà, c'est 138. J'étais un peu excessif. Voilà, 138 structures labellisées, 270 points d'accueil en flux et 144 points d'accueil sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'on n'a pas partout des lieux où il y a toujours quelqu'un qui puisse recevoir. Donc on dissocie la notion de flux, vous arrivez, vous êtes reçu, de la notion de sur rendez-vous où vous n'êtes reçu que lorsque vous avez pris rendez-vous avec la structure. Voilà. Ça, c'est l'ensemble de la couverture des points d'accueil SPRO sur la région ligérienne. Voilà. Ah mince. Et puis, des services dématérialisés qui sont structurés donc, avec le site Orientation Pays de la Loire et le site ONICEP, qui articulent une complémentarité entre ce qui est plutôt pour la formation, les jeunes qui sont en formation initiale et la formation continue. Et donc cette logique d'avoir le tout au long de la vie. Et ce que l'on retrouve aussi avec les plateformes téléphoniques, puisque la plateforme Orientation Pays de la Loire, qui est financée par le Conseil régional et qui permet d'avoir un accès à l'ensemble de l'information pour les personnes qui le souhaitent. Donc, c'est bien l'ensemble de ces structures qui concourent à la mise en place du service public régional de l'orientation. Je passe maintenant, mais oui, alors j'avais sur mon site, sur ma petite machine, mis en ligne l'orientation Pays de la Loire parce que j'ai entendu une question tout à l'heure, mais où trouve-t-on les lieux d'information dont vous nous avez parlé tout à l'heure, de tous ces espaces où on puisse avoir des renseignements sur son évolution professionnelle, les points d'accueil du SPRO. Eh bien, vous avez un magnifique site qui s'appelle Orientation Pays de la Loire, que je vous conseille d'aller voir. Et sur ce site, vous avez la possibilité d'accéder à s'informer sur mon territoire. 3 onglets principaux, découvrir les métiers, les emplois, se former, s'informer sur son territoire. Et sur cette partie, s'informer sur mon territoire, vous allez trouver une déclinaison qui va vous envoyer sur une carte géographique où vous pourrez retrouver tous les lieux d'information du SPRO.
Donc il suffit ou de les cocher toutes, ou de cocher celles qui vous intéressent, hein, puisque vous avez les structures du SPRO, et automatiquement, sur votre territoire, sur le territoire recherché, vous trouverez l'ensemble des structures avec les adresses, avec les ouvertures, les horaires d'ouverture. Voilà. Hein. Donc, qui devrait vous permettre. Là, actuellement, on a un petit problème, mais qui sera résolu très prochainement. Pour l'instant, les OPACIF ne sont pas encore toutes présentes, hein, puisque voilà, il faut que la technique suive l'évolution, et donc les OPACIF ne sont pas encore toutes présentes. Mais elles vont l'être rapidement. L'option, c'est bien de faire en sorte que toute personne puisse trouver rapidement le lieu qui lui paraît le plus pertinent. Alors, une mise en œuvre articulée, parce que je pense que ça fait aussi partie de quelque chose qui est extrêmement important pour la région Pays de la Loire. La volonté a été véritablement, à partir du moment où un cadre a été défini régionalement, de faire en sorte que ce soit les acteurs locaux, les acteurs qui, au quotidien, allaient recevoir le public, qui s'organisent, se prennent en charge et définissent les besoins qui sont les leurs pour travailler. Et ça a été défini dans le cadre de la commission SPRO du CREFOP. Donc le CREFOP, c'est l'instance politique quadripartite qui réunit l'ensemble des acteurs de l'emploi-formation. Et donc cette commission a toujours eu à cœur, à partir du moment où on avait fixé un cadre, de laisser aux acteurs le soin de travailler, ce qui a été effectivement quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est vraiment là, du coup, que les dynamiques ont pu se mettre en place, parce qu'il n'y avait pas cette impression d'être dans une logique descendante. Ça a été quelque chose d'extrêmement important. Pour autant, c'est encadré à la fois par cette instance politique du CREFOP, mais aussi par un groupe de suivi régional qui regroupe l'ensemble des têtes de réseau, qui accompagne et suit le travail qui est fait localement. Alors, au niveau local, avec les acteurs locaux, ce qui a été défini, c'est eux qui ont défini le périmètre des territoires SPRO. Il y a eu plusieurs approches, mais il y a eu toujours la possibilité de trouver des solutions pour que tous les territoires soient couverts. Ce qui est important à noter, c'est que, par exemple, si on prend la Sarthe, les acteurs se sont définis en prenant en compte les axes d'accès au service public. Plutôt que de dire on va prendre une zone emploi-formation, ils ont regardé quels étaient les axes d'accès pour pouvoir accéder rapidement au service public qui étaient les plus cohérents dans l'articulation du territoire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant, puisque de fait, ce sont de véritables territoires définis par les acteurs locaux en fonction de leur réalité et de leur connaissance des territoires. De la même manière, les coordinateurs, puisque sur chacun de ces territoires SPRO, les groupes locaux qui regroupaient l'ensemble des opérateurs ont défini des coordinateurs, donc des gens qui étaient chargés d'animer localement les groupes locaux et de faire vivre le service public régional sur leur territoire, n'ont pas été définis d'un niveau régional, mais ce sont les acteurs locaux qui ont défini comment ils allaient s'organiser et qui allait être le coordinateur de leurs groupes locaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a de tous les réseaux, il y a des coordinateurs qui se sont positionnés, qu'il s'agisse du FONGECIF, de Cap Emploi, qui sont pourtant des petites structures, mais qui ont eu la volonté d'être acteurs, même si la plus grosse représentation, c'est les CIO, les missions locales et mon bouquin, Pôle emploi. Voilà, donc dans la mise en place, en fait, 3 grands temps. 2013 a été l'année de la labellisation, c'est-à-dire de définir qui allait être acteur du SPRO, avec après avoir fait ce travail de diagnostic du territoire pour repérer qui ils étaient, comment ils pouvaient être articulés, est-ce qu'ils rendaient véritablement l'ensemble du service attendu, et donc quels étaient les axes de progrès qu'ils pouvaient se donner collectivement. Ça a été vraiment ce premier travail.
Il y a eu une labellisation. L'année 2014 a été, puisque pour délivrer un service, il vaut quand même mieux que les professionnels sachent ce que l'on attend d'eux. Et donc, toute l'année 2014 a été consacrée à faire ce travail d'interconnaissance, d'échange local entre les partenaires pour qu'il y ait une connaissance de l'offre de services des uns et des autres. Et l'année 2015 est l'année du déploiement, de la mise en œuvre des actions de professionnalisation et de communication, ce qui nous donne notamment ces différents outils que l'on met en place aujourd'hui. Et 2016 sera l'année du déploiement en direction des usagers. Voilà. Alors, rapidement, on l'a dit tout à l'heure, les actions, le déploiement du SPRO, il ne se fait pas comme ça. Il se fait aussi dans le cadre, pour les opérateurs, d'un schéma d'animation du service public de l'orientation, c'est-à-dire que la volonté a été, notamment des instances politiques qui sont aujourd'hui animées par le Conseil régional, de mettre en place un schéma d'animation du service public régional, régional qui nous permette de déployer et de définir un peu les axes d'orientation nécessaires et que les instances politiques souhaitaient mettre en œuvre sur la région. Donc ça nous a amené à formaliser un schéma d'animation qui a été validé par les instances politiques dans le cadre d'une journée auquel vous avez participé, puisque c'était en décembre 2014, avec l'ensemble des politiques qui ont participé à cette journée et qui ont aussi signé le schéma d'animation. Le schéma d'animation, c'est en fait, je vais passer cette diapo, c'est en fait de définir ce que nous souhaitions, ce que les instances politiques souhaitaient qu'il soit fait. Il faut savoir que, de fait, au niveau régional, ça a été dit tout à l'heure, les réseaux ont gardé la responsabilité de professionnaliser les opérateurs sur ce qui était l'acte métier. Pour être clair, c'est tout ce qui décline du CEP a été maintenu dans le cadre des structures du SPRO. Donc, ce qui était important pour nous, c'était de définir ce que nous pouvions faire d'un niveau régional et qui venait compléter ces actions de professionnalisation pour les opérateurs. Donc, deux grands paquets. Le premier, c'est la connaissance économique et sociale partagée du territoire. Là, on voit bien que dans le CEP, on insiste beaucoup sur cette logique de faire en sorte que les opérateurs s'appuient sur les réalités économiques et sociales des différents territoires. Et on voit bien, et c'est là une petite différence par rapport à ce que vous avez dit, nous avons fait une étude l'année dernière financée par les conseils régionaux Bretagne, Pays de la Loire et Région Centre sur les usages et les attentes des usagers des services publics régionaux d'orientation. Et en fait, ce qui ressort, c'est que d'abord, les personnes sur les territoires, et notamment en milieu sans doute plus rural, sont intéressées pour réfléchir à une mobilité professionnelle avant de parler de mobilité géographique. C'est-à-dire qu'ils vont chercher sur le territoire à voir comment ils pourront transférer leurs compétences sur un autre métier si c'est nécessaire. Et donc, quel est le champ des compétences transférables, plutôt que de rechercher à garder le même métier en allant ailleurs dans un autre secteur géographique. Et donc, c'est en ce sens que l'approche est d'abord une approche de mobilité professionnelle, et ce qui renvoie bien à cette question de faire en sorte que les opérateurs puissent accompagner la personne dans leur recherche d'informations sur les dimensions économiques et sociales pour pouvoir aussi faire vivre ce territoire d'un niveau infra. Et ça nous a amené à travailler notamment sur la définition de 17 portraits territoriaux qui soient axés orientation, c'est-à-dire qui soient véritablement des outils que puissent utiliser les opérateurs sur cette dimension-là. Et on le retrouve aussi sur le site, sur la partie dont je vous parlais tout à l'heure, connaître mon territoire.
Et le deuxième élément, c'est développer la qualité de l'IO, donc accueil, information orientée, sur tous les points d'accueil. Et à ce titre-là, il s'agit de retravailler sur les outils de dématérialisation. Voilà, je l'ai bien dit. De travailler sur la communication et de travailler aussi sur l'évaluation de la plus-value du SPRO, parce que ce n'est pas le tout de mettre en place un bel outil. Encore faut-il se poser la question de ce qu'il apporte. Et donc, l'idée, c'est de travailler aussi au niveau régional sur ce qui peut être fait. Et donc, comment ce travail se mène? Alors, il se mène d'abord au niveau régional avec les têtes de réseau, mais aussi en infrarégional. Et nous avons aussi, depuis cette année, 2 groupes de travail qui ont été mis en place. Un qui travaille spécifiquement sur le CEP, qui regroupe les opérateurs du CEP, pour essayer de regarder justement comment travailler la complémentarité entre les structures, de vérifier qu'il n'y ait pas de décalage sur les prestations qui sont offertes et de rechercher les complémentarités entre les structures. Et là, je vais vous faire plaisir parce que l'outil de travail que nous utilisons, c'est le guide, puisque à notre dernière rencontre, nous avons décliné l'ensemble du guide pour repérer ce qui devait être travaillé d'un niveau régional, pour pouvoir mettre en place des actions spécifiquement à ce qui pouvait jouer l'articulation et la complémentarité. Et nous avons un autre groupe de travail qui a été mis en place, qui regroupe les OPACIF, puisque les OPACIF, c'est des structures qui n'ont pas non plus, qui n'avaient pas forcément, qui se connaissaient, qui se côtoyaient, mais là aussi n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Et donc, les OPACIF, aujourd'hui, travaillent ensemble, et à partir du 1er janvier, proposeront sur les territoires SPRO des temps d'information partagés sur l'évolution professionnelle et la reconversion professionnelle. Et ils se sont mis d'accord sur une offre de services commune sur les territoires parce qu'ils ne pouvaient pas être présents partout. Ce sont des structures qui sont relativement petites. Et ils ont défini aussi un contenu de réunion d'information collective, ce qui fait que, eh bien, ils acceptent que l'un représentera l'autre sur l'ensemble des territoires. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça permettra la présence sur chacun des territoires du SPRO de structures en mesure d'accompagner les personnes et de donner des informations minimales sur l'évolution et la reconversion pour des salariés actifs. Voilà. Alors, si je continue... j'en ai parlé rapidement, donc je ne vais pas y revenir. Développer la qualité de l'information avec 2 grands volets, la communication et la qualité, et enfin la connaissance socio-économique. Dire aussi que toujours dans cet esprit de faire ensemble, du faire ensemble sur les territoires et non pas d'être dans une logique d'injonction, tous les travaux qui sont menés le sont sur une logique d'animation, d'accompagnement et pas uniquement de formation, parce qu'on est beaucoup dans l'échange de pratiques et on se rend compte que c'est bien nécessaire. Alors, quelques éléments d'action proposés. Pour vous montrer quelques éléments, je ne vais pas m'appesantir, mais sur des actions qui sont de dimension régionale et sur lesquelles on mène un travail plus particulier parce qu'elles sont complémentaires avec ce que font les réseaux. Un travail d'abord sur le numérique qui renvoie à la journée du Carrefour-F qui a été faite il y a peu de temps. On se rend compte qu'il y a, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, il y a quand même un vrai déficit d'utilisation de cet outil dans la pratique du conseiller. Et donc la question, elle est comment accompagner le conseiller pour qu'il puisse prendre en compte ces éléments dématérialisés, ces nouveaux outils sociaux dans sa pratique de conseiller. Donc on a proposé une formation. On a proposé une formation aussi aux acteurs du niveau 1 du SPRO qui est sur accompagner à la recherche d'informations sur le numérique. Là aussi, c'est une pratique qui est intéressante. On voit bien que les choses ont évolué sur le numérique. Auparavant, les personnes en fait, qui étaient des conseillers ou des accueillants donnaient les lieux, les sites qui étaient indispensables. Maintenant, les gens viennent avec une masse d'informations qu'ils ont déjà repérées. Et la question pour eux, pour le conseiller, n'est plus de donner les lieux d'information adéquats,
mais de qualifier, d'analyser, de rendre pertinentes les informations avec lesquelles les personnes viennent. Et donc la question, elle est justement de faire en sorte de comment on accompagne les personnes à la recherche d'informations pour bien qualifier par rapport à leurs attentes ce qu'ils vont trouver comme information. Et donc voilà, c'est une formation qu'on propose. Et plus globalement, pour un certain nombre, d'avoir un minimum de connaissances de ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que là aussi, on se rend compte qu'il y a des besoins dans ce domaine-là. Donc un paquet web numérique et un autre paquet plus centré sur le service public de l'orientation, mais avec une focale sur la VAE, puisque de fait, l'évolution du dispositif régional amène à des attentes plus importantes par rapport aux conseillers en évolution professionnelle, hein, pour qu'ils soient bien au clair sur la recherche d'informations et notamment des certifications, et qu'ils puissent, puisqu'il a été mis en place une fiche de liaison avec les conseillers experts VAE, de voir comment ça fonctionne. Et enfin, un travail sur l'ingénierie financière, parce que là aussi, c'est quelque chose qui avait été demandé. Et enfin, en haut, on a quand même quelque chose qui est plus centré sur l'acte métier, c'est la posture et les pratiques du conseil en évolution professionnelle. C'est un travail qui est mené avec une sociologue qui s'appelle Marie-Hélène Doublet, qui est quelqu'un d'intéressant. Et là, c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler en interréseau sur ces pratiques-là, parce que les pratiques ne sont malgré tout pas les mêmes d'un réseau à l'autre. Et donc, cette possibilité de faire travailler ensemble des gens qui puissent échanger sur ce qui est sur une même finalité avec des pratiques différentes, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. La notion de prescription, par exemple, quand on dit le conseiller en évolution professionnelle ne doit pas être prescriptif, eh bien, la notion de prescription, elle est intéressante à partager. Parce que d'un réseau à l'autre, ce n'est pas la même approche que l'on a de ces éléments-là. Voilà. Alors, sur les territoires, nous proposons aussi un ensemble de propositions, d'actions, d'animations qui peuvent être proposées au territoire, mais c'est les territoires qui décident s'ils retiennent ou non ce travail, avec notamment sur la connaissance socio-économique, un travail qui est fait avec des branches professionnelles, avec des secteurs professionnels, hein, puisqu'il y a un travail avec l'UPA, avec les ADEFA et avec l'UIMM. Et nous faisons en sorte justement de renforcer la compétence des professionnels sur la connaissance des métiers et aussi, dans la mesure du possible, des formations. Voilà. Alors, vous allez voir apparaître maintenant des outils de communication que peut-être vous avez déjà vus, qui vont être véritablement l'identifiant de la région. Et vous allez maintenant, tout va être articulé autour d'une charte graphique, hein. Donc là, ce sont plutôt les outils dématérialisés qui sont mis en avant. Et nous déclinons aussi l'ensemble de ces outils sur les lieux d'accueil. C'est véritablement ce qui va aujourd'hui apparaître comme étant l'identification du service public régional de l'orientation. Vous allez me dire, mais comment sur les territoires, au-delà du site, trouver les lieux d'accueil? Eh bien, il faut savoir que chacun des territoires du SPRO s'est doté maintenant, bon, alors là on est en train de les actualiser, mais s'est doté de ce qu'on appelle un livret d'accueil, dans lequel les personnes peuvent trouver pour chacun des territoires, bon, là c'était l'exemple du bassin nazérien, l'ensemble des structures labellisées avec les points d'accueil. C'est-à-dire que l'idée, c'est de doubler à la fois l'information que l'on peut trouver sur des sites avec l'information physique que l'on peut distribuer, et on fait en sorte de les distribuer. Alors chaque territoire définit la manière dont il le fait, hein, mais plutôt en amont du SPRO, c'est-à-dire dans les structures qui vont renvoyer les publics vers le SPRO. Ça peut être des centres, des CCAS, des mairies, des structures CAF, des structures d'accueil. Donc ce sont des livrets d'accueil qui ont vocation à être distribués pour faire connaître le service public régional de l'orientation. Alors certains territoires ont fait une autre approche, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait
en aval. C'est-à-dire que c'est un outil qui est utilisé pour aller d'une structure à une autre. Mais bon, après, chaque territoire définit ce qu'il veut. Alors, je vais passer assez vite parce que je vois le temps qui passe. Alors là, je voulais vous présenter un peu les outils qu'on a mis en place, qui sont des outils de connaissance des territoires sur lesquels on travaille avec les conseillers CEP. Donc, des portraits de territoire qui ont été mis en place, avec une entrée qui a été travaillée avec les conseils, avec les opérateurs, pour définir quelles étaient leurs attentes et vers quoi il fallait orienter ces portraits pour qu'ils soient véritablement utilisés dans le cadre de leur pratique professionnelle. Et chacun des 17 territoires est aujourd'hui doté de ce type d'outils. Hop là. Voilà, ça c'est le problème des machins qui n'ont pas été... voilà. Et sur le site du Carrefour-F, vous trouverez aussi sur la connaissance du territoire, ça peut vous intéresser, des éléments de connaissance avec, avec 2 volets aujourd'hui. Quel métier sur le territoire, quels emplois, et demain, un 3e volet qui devrait ouvrir en mars 2016, et là je pense que ça vous intéresser, qui sera un onglet formation. Quelle formation présente sur le territoire. Donc je vous engage à partir de mars à aller regarder, puisque c'est quelque chose... Et demain, c'est-à-dire à fin d'année 2016, un 4e onglet sera ouvert sur chacun des territoires, qui sera un onglet parcours professionnel. Là aussi, pour répondre à cette question, mais finalement, c'est quoi les parcours professionnels sur ce territoire? Comment ça se joue avec cette volonté de permettre aux gens d'avoir quelques éléments de référence sur l'évolution des personnes sur les territoires. Voilà, là j'avais décliné le travail sur le monde économique, mais je vais peut-être rapidement repasser à SPRO et CEP. Alors je ne vais pas décliner, je vais pas décliner le CEP parce que vous connaissez ça mieux que moi. L'articulation du CEP, comme je vous l'ai dit sur la région, elle s'est faite autour des 5 opérateurs qui sont les opérateurs nationaux. On n'a ajouté aucun autre opérateur. C'est une volonté aussi de dire, faisons en sorte que les choses fonctionnent et qu'on soit bien au clair de la mise en œuvre, à la fois en termes d'articulation entre les structures, en termes de cohérence pour faire en sorte que les réseaux fassent bien la même chose et que, comme vous le disiez, qu'on soit à un endroit ou à un autre, ou qu'on soit demandeur d'emploi ou salarié, à différentes étapes, on soit sûr d'avoir une cohérence de logique dans la prestation qui soit servie. Et donc, il y a ce travail qui est mené à partir des différentes structures. C'est aussi un travail qui se fait sous la responsabilité, pour nous, de la région, puisque c'est la région qui déploie le CEP au travers du fait qu'elle soit coordinatrice des opérations du service public régional de l'orientation. Voilà. Alors, je crois malheureusement que j'ai trop fait de bulles. Donc, voilà. Je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est effectivement, après, j'avais décliné en CPF, mais le CPF, vous l'avez déjà en partie vu, et Madame Morfin est sans doute plus à l'aise que moi pour en parler. Donc, je vais m'arrêter là, si vous voulez, et on va prendre quelques questions, et je vous propose d'essayer d'y répondre. Juste pour dire à l'équipe du Carrefour F, parce que je crois que vous n'êtes pas très nombreux en plus, que vous faites vraiment un super travail, parce que le site Orientation Pays de Loire, nous on s'en sert tous les jours. Je travaille pour le réseau de l'enseignement agricole privé, et c'est vrai que c'est extrêmement riche et ça vaut vraiment le coup d'aller fouiller dans toutes les rubriques. Voilà. Merci. Des questions
Alors moi, du moins pour alimenter, moi j'en ai une, c'est par rapport aux onglets sur les territoires. Donc tu as parlé de 2 onglets existants aujourd'hui qui sont les métiers, les emplois. Un futur onglet donc, qui serait l'offre de formation sur le territoire. Oui. Et un 4e onglet qui serait les parcours professionnels. Juste une petite question, comment vous allez alimenter ce 4e onglet sur les parcours professionnels? Ça, c'est la question piège. Je me doutais bien qu'il y en a un qui allait la poser, parce que c'est vrai que c'est un peu la question piège. Donc, pour tout dire, je ne sais pas trop encore. Soyons clairs. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des travaux qui sont menés, et notamment dans les formations qui sont réalisées, sur le suivi d'insertion. Donc ça, c'est un élément qui sera utilisé. Il y a aussi, dans le cadre d'un nouvel outil dont est en train de se doter le Cariforef aujourd'hui, qui reprend un outil qui était utilisé sur la région Bretagne, des gestions de cohortes de parcours, qui vont aussi être des éléments qui vont nous permettre de repérer un peu comment les choses évoluent sur les différents territoires. Et puis, on ajoutera aussi des éléments qui sont utilisés dans d'autres pour d'autres besoins, qui sont les éléments de mobilité, cette fois-ci géographique, c'est-à-dire l'articulation entre... parce qu'on ne peut pas être uniquement, quand on parle de parcours, être sur de la mobilité professionnelle. Il y a aussi la question de la mobilité géographique. Voilà, on sait qu'il y a ces éléments-là qui seront des éléments utilisés, mais on est en train de travailler, parce que c'est quelque chose un peu de nouveau, de parler de ces logiques de parcours, qui sont toujours des questions un peu compliquées, parce que la réalité d'un parcours d'hier n'est pas forcément la réalité du parcours de demain. Et donc, ce sont toujours des choses qu'il faut manier avec précaution. Et donc, voilà, il faut aujourd'hui qu'on approfondisse cette question qui n'est pas totalement finalisée. Oui, bonjour Monsieur Ridard. Je voulais vous poser la question en ce qui concerne les bilans de compétences. Je voudrais revenir là-dessus, savoir si les gens sont obligés de vraiment passer ce bilan de compétences et si c'est vraiment dirigé sur les organismes publics ou privés. Alors, bilan de compétences n'a jamais été obligatoire. C'est-à-dire, un conseiller en évolution professionnelle peut avoir besoin d'approfondir la question de la compétence et souhaiter qu'il y ait un bilan de compétences qui soit fait. Comme aujourd'hui, n'a pas été remis en cause le fait que les personnes individuellement puissent faire des bilans de compétences. Donc voilà, ça existe toujours sous la formule actuelle. Ce qui est en train d'être travaillé, et notamment par les OPACIF, c'est la question du bilan de compétences modularisé, et qui a fait l'objet d'un appel d'offres du FFPSPP, voilà, je t'ai bien dit, voilà, et dont se sont emparés les OPACIF. C'est la possibilité, plutôt que d'avoir un bilan complet, de pouvoir faire appel à un certain nombre de prestations qui sont définies de l'ordre de 9 ou 7, je ne sais plus, voilà, il y a une déclinaison qui a été faite, ce qui permet à un conseiller en évolution professionnelle de faire appel pour une prestation particulière qui était intégrée anciennement dans l'ensemble du bilan de compétences, hein, et donc qui a été retravaillée pour être modularisée. Voilà, c'est cette approche-là qui aujourd'hui existe. On n'est pas aujourd'hui, ce que disait Madame Morfin, à la remise en cause, à la suppression du bilan de compétences. Hein, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est réel. On poursuit l'activité du bilan de compétences. Après, sur les choix, là, c'est les financeurs. Certains financeurs ont fait des choix de prestataires, d'autres non. Voilà, moi, il appartient aux financeurs de décider la manière dont ils souhaitent que les choses se réalisent.
Et à l'individu de choisir son prestataire de bilan de compétences. Quand il fait partie de la liste des prestataires retenus. D'autres? Oui. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur l'étape intermédiaire avant le parcours professionnel, l'onglet sur la formation. Donc, on est sans doute ici un certain nombre d'organismes de formation à être présents sur les listes du CARIFOREF. Dans votre idée, cet onglet formation, ça va au-delà? Vous attendez quelque chose de la part des organismes de formation? Je ne sais pas si on peut aller sur le site. Il est connecté? Je vais faire en sorte qu'il soit connecté. Parce qu'il ne faut pas faire de confusion. Il y a actuellement 3 parties. Il y a la partie métier, la partie formation, la partie territoire. Donc la partie formation restera en l'état. Elle est indispensable pour que, notamment, il y ait une connaissance approfondie de l'ensemble de l'offre de formation sur la région. Et donc, elle restera en l'état. La question est plus sous l'onglet « Connaître mon territoire ». Il y a actuellement, quand on va sur cette partie « Connaître mon territoire », quelques éléments de connaissance socio-économique du territoire. Et sous cette partie-là, il y a effectivement 2 onglets actuellement dans lesquels on rajoutera un 3e qui sera les formations du territoire. Donc ça ne remet pas en cause ce qui existe déjà sous l'onglet formation, qui est complètement indispensable et sur laquelle s'appuie, comme le disait Madame, la plupart des opérateurs pour avoir connaissance de ce qui se fait en matière de formation sur la région et qui est aussi un élément d'appui pour le mettre en place. Voilà. Donc là, on a bien 3 onglets. Découvrir les métiers et les emplois, se former et s'informer sur son territoire. Ça n'est pas remettre en cause cela. C'est simplement de dire que quand vous allez sur s'informer sur mon territoire, vous avez connaître mon territoire. Et si vous définissez un territoire, prenons par exemple la Sarthe Sud, voilà, il est décliné aujourd'hui en les métiers et les emplois du territoire. Demain, on ajoutera une troisième patate. Je ne vais pas dire onglet, je vais dire patate, ça sera plus. Voilà, une 3e patate qui va être formation. Les formations sur mon territoire. Et après-demain, on ajoutera un 4e, les parcours liés à mon territoire. Voilà. Donc il n'y a pas de remise en cause de ce qui existe sur la partie se former. Juste une question, c'est les formations sur mon territoire ou c'est les formations en lien avec les métiers et les emplois du territoire? C'est une bonne question. On est plutôt sur les formations sur mon territoire. Qui sont quand même, oui, souvent en lien. Oui, alors bonjour. Une question. Alors, il y a 3 niveaux du CEP, l'accueil, l'information, l'ingénierie de parcours et puis l'ingénierie financière. Il y a une co-construction entre les différents acteurs, d'après ce que j'ai compris, ceux qui vont vers peut-être les entreprises comme les OPACIF ou ceux qui vont vers les demandeurs d'emploi ou les gens qui sont peu qualifiés. Les OPACIF, ils vont vers les personnes actifs salariés, ils ne vont pas vers les entreprises. C'est les OPCA qui vont vers les entreprises. Oui, d'accord. Et alors la question que je me posais, c'est, ça reste souvent une démarche individuelle, mais est-ce qu'il y a eu la question qui a pu se poser, je ne sais pas, dans les travaux, est-ce qu'on va proposer peut-être un accompagnement dans l'ingénierie des parcours qui soit collectif ou pas? Est-ce que la question s'est posée? Est-ce que les conseillers potentiels en évolution professionnelle se sont posé la question de travaux collectifs, justement, de toutes les personnes qui cherchent de l'information ou pas? Alors, c'est peut-être pas vous qui pouvez répondre, effectivement. Bon, vous pouvez compléter. La question s'est posée au niveau des groupes nationaux, tout à fait. Donc, effectivement, on est bien dans une démarche individuelle, un parcours individuel, mais qui n'empêche pas d'avoir des phases de travaux collectifs ou des phases qui peuvent être effectivement menées sur certains aspects, puisqu'on dit que sur un territoire, on peut aussi avoir des typologies de parcours, et il peut y avoir des aspects collectifs à l'intérieur de
de ce point-là. Mais il n'empêche que ça reste un conseil en évolution professionnelle qui est individuel et qui est adapté à la personne. Mais on a laissé aux opérateurs à ce niveau-là le soin au regard de ce qu'ils voient, au regard des besoins de chacun des bénéficiaires, de voir si l'apport d'un temps collectif peut être opportun ou pas. Tout à fait, c'est effectivement ce qui se fait. Alors il y a des choses qui se font en amont, comme je vous en parlais tout à l'heure, les OPACIF, qui vont faire un travail de présentation, qui est plutôt du cadre du niveau 1. Et puis après, dans l'opérationnalisation du CEP, il y a possibilité, mais après c'est une question de volume, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on soit sur des champs relativement proches. Mais ce sont des choses qui sont possibles. Qu'est-ce qu'un organisme de formation par rapport au SPRO? Comment travailler avec eux? Puisque je me dis, c'est quand même la question. D'abord, la première chose, il faut savoir que effectivement, le site Orientation Pays de la Loire est le site de base pour la plupart des conseillers. Et donc de faire en sorte que l'offre de formation et votre offre de formation soit véritablement bien inscrite et que vous soyez attentif à l'actualisation des formations qui sont les vôtres. Je crois que ça, c'est vraiment l'action de base. Si vous voulez effectivement apparaître, eh bien, il faut que vous soyez attentif à faire en sorte d'être sur le site du CARIFOREF. Parce que ce soit pour les... Voilà, être à jour sur la base info, belle opération. La deuxième question, c'est effectivement alors, on a cette opération, mais on est dans le champ de la professionnalisation des opérateurs. Et c'est des choses compliquées parce qu'il faut qu'on arrive à articuler les formations de réseau et notamment dans cette phase de montée en compétences sur le CEP et la capacité à accompagner les structures et non plus à être dans une logique de prescription. Ça, c'est un vrai changement. Ça ne paraît pas, mais pour les professionnels, certains réseaux travaillaient comme ça depuis longtemps, certaines personnes, mais d'être sur une logique de co-accompagnement, de co-construction et d'accompagnement, c'est autre chose, donc c'est important. Et donc, la question pour nous, c'est aussi de faire en sorte de la connaissance pour les opérateurs du SPRO sur les territoires des formations qui sont réalisées. Alors, je ne vais pas vous donner la liste des opérateurs et notamment des coordinateurs, mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de passer éventuellement par la cellule SPRO du CARIFOREF pour qu'on regarde ce qu'il est possible de faire avec les opérateurs du territoire. Mais je pense que voilà, il y a cette l'autre objet, et on en a parlé, mais de manière rapide. C'est la question des blocs de compétences. Aujourd'hui, la question de l'articulation en blocs de compétences des formations éligibles au CPF de manière à ce qu'effectivement on ne soit pas uniquement sur des parcours entiers de formation, mais que ça puisse répondre à ce qu'est le CPF aujourd'hui avec sa durée limitée pour les gens qui ne pourront pas faire, qui n'auront pas d'abondement. La question qui est posée, c'est de découper l'ensemble des certifications, non pas en unités de formation ou en unités de certification, mais véritablement en blocs de compétences, c'est-à-dire d'intégrer cette logique compétence dans les certifications, de manière à ce qu'elles puissent demain être financées dans le cadre du CPF. Et ça, je crois que c'est un véritable enjeu. Alors, si vous êtes sur des certifications de dimension nationale et dont vous n'êtes pas véritablement le certificateur, c'est du champ du certificateur. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes votre propre certificateur sur un certain nombre de certifications. Et là, c'est extrêmement important de repenser le découpage de vos certifications en blocs de compétences en vous appuyant sur la définition dont parlait Mme Morfin tout à l'heure, puisque à partir de janvier, sur le site, et là je change un peu de casquette, sur le site de la CNCP apparaîtront les blocs de compétences qui, de fait, permettront d'être financés dans le cadre du CPF. Alors, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, notamment sur la région, la question de la modularisation.
Eh bien, la question de la modularisation, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce que c'est une ingénierie de formation différente, ce sont des modèles économiques différents, mais là, véritablement, il y a un enjeu puisque il faut qu'on puisse, pour être éligible au CPF, il faut que ce soit une certification enregistrée au NCP. Pour autant, on peut partir quand on aura cette logique de bloc de formation, de compétences, on pourra s'appuyer dessus pour les faire financer, même si on ne finance pas l'ensemble de la certification. Et donc voilà, c'est pas neutre et ça a son importance de porter une réflexion sur ce sujet. Et je m'étais faire un travail sur l'attractivité des métiers parce que c'est un travail que nous allons poursuivre et voire amplifier sur notamment les métiers émergents et les métiers en demande d'emploi. De faire un vrai travail auprès des opérateurs du CEP et pour que ce soit relayé auprès des usagers, de manière à ce qu'il y ait une véritable connaissance de ce que sont ces métiers qui, pour l'instant, peuvent encore apparaître pour certains relativement abstraits ou avoir une représentation qui ne correspond plus à la réalité de ce que sont ces métiers aujourd'hui. Et donc qu'on soit sur une représentation un peu d'hier. Et donc tout un travail aussi pour véhiculer une image différente et que nous souhaitons mener avec les opérateurs CEP sur les territoires, mais pour lequel vous pouvez peut-être, parce que vous avez des outils adaptés, nous accompagner dans cette démarche. C'est aussi ça qui serait et qui pourrait être intéressant. Je vais reprendre la casquette CPF, en tout cas pour que ça puisse être choisi par la personne comme quelque chose d'éligible au CPF et finançable au CPF. Les travaux sont en cours. On va sans doute, on va même commencer par les titres professionnels puisque les CCP sont déjà définis comme tels et par CLEA, le socle. Donc effectivement, ça demande au niveau CPF des évolutions du système d'information qu'on fera au premier semestre 2016. Donc c'est prévu plutôt fin du premier semestre, si tout va bien un peu plus tôt, mais en tout cas sur le site CPF. Voilà. Et ça passe par le fait, comme vous le rappeliez, que chacun des certificateurs ait bien défini ses blocs de compétences, parce que sinon, effectivement, ça ne sera pas accessible. Les blocs de compétences qui ont été définis pour le RNCP, est-ce que ces blocs sont changeables ? Parce que la certification a pu être déposée avant le CPF et on se rend compte qu'il peut y avoir des besoins pour des apprenants qui ne sont pas forcément en lien avec les différents blocs de compétences. Est-ce qu'on peut les changer en cours de route ou pas ? Alors, je change de casquette. La réponse est oui. D'accord. C'est possible. Comment on s'y prend ? Eh bien, vous m'en faites la demande. D'accord, ok. C'est aussi simple que ça. Non, ce qu'il faut faire attention, c'est à ce que les blocs de compétences répondent bien à la définition qui va être donnée. C'est ça qui est important parce qu'aujourd'hui, même sur des certifications qui sont enregistrées au RNCP, on est sur des blocs d'activité. On est parfois aussi sur malgré tout, encore sur des unités d'enseignement et de certification, même si il y en a de moins en moins, ça existe encore. Donc là, il faut être attentif à ce qu'on soit vraiment sur une logique compétence. C'est-à-dire que ce soit un bloc qui permette d'avoir une lecture en unité de certification, d'évaluation, et que ça réponde bien à un élément de l'ensemble de la certification telle qu'elle aura été conçue. Mais véritablement sous une logique compétence. Puisque là, on ne pourra plus déroger. J'ai une autre question. Maintenant, pour le Cariforef, est-ce que c'est à nous de mettre les blocs de compétences sur le site ou dans le site ? On entend tout en ce moment. Non mais ça dépend ce que vous appelez bloc de compétences. Si ce sont des bouts de certification, si c'est ça que vous appelez bloc, c'est-à-dire vous déclinez une certification en bout de certification. Ça, pour l'instant, ça va évoluer, mais ça n'est pas encore totalement
totalement défini parce que effectivement, si l'ensemble des certifications arrivent sur cet élément, ça devient compliqué. Alors par contre, on peut avoir des comment dire ce qui va constituer une formation en elle-même. Ça, vous pouvez le faire. Et ça ne sera pas éligible au CPF. Ah bah non, ça dépend ce que c'est. Si vous êtes sur les listes éligibles au CPF, ça le deviendra. Si c'est un bloc de compétences d'une certification éligible au CPF, ça le deviendra. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ça ne va pas être prêt avant milieu d'année. Le fait que ça apparaisse en bloc. Voilà. Mais si les blocs sont déjà définis et déjà au RNCP, c'est finançable. À partir de janvier. C'est sûr. Et non, mais D'où l'importance de la notion de bloc de compétences. Mais aujourd'hui, il y a bien. On a vu passer des dossiers financés dans le SI-CPF qui étaient bien sur une partie d'une certification, quand elle était en bloc de compétences, comme les titres professionnels ou comme. Donc voilà, donc ce point-là. Et en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui va sur le site CPF choisir un titre professionnel, il va aller choisir le titre en lui-même, par exemple. Je prends le titre professionnel parce que les CCP sont en général clairement définis. Voilà, il va choisir son titre. Après, il peut envoyer son dossier pour un financement, pour la totalité du titre ou pour une partie du titre. Voilà. Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le caractère finançable de la formation. Si c'est effectivement sur le site de la Caisse des dépôts, si le titre est éligible, il est finançable. Et par contre, il n'est finançable en partie que si c'est défini en bloc de compétences par le certificateur. Donc ça, c'est le premier point. Et il faut distinguer de ce que dans les SI des opérateurs apparaît comme éligible ou pas, ce qui est quand même un autre sujet. Hein, mais de fait, en fait, hein, on a beaucoup travaillé avec les opérateurs parce que donc le fait que les formations soient éligibles, le seul endroit où vous en êtes sûr, parce que les listes sont mises à jour, etc., c'est le site de la Caisse des dépôts qui gère mon compte formation.gouv.fr, qui gère les comptes. Là, les listes sont mises à jour en temps réel. Par contre, effectivement, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, on est dans un système d'évolution pour les uns et pour les autres, et donc chaque opérateur a une vision de l'éligibilité dans son propre SI quelquefois dans son propre SI. Donc c'est ce point-là où la remarque peut vous être faite que la formation n'apparaît pas forcément comme éligible au poste du travail du conseiller. Et puis alors, c'est la certification qui est éligible, c'est pas la formation. C'est ça. Voilà, Il faut insister là-dessus. Il faut vraiment insister là-dessus, c'est-à-dire que pour la personne, ce qui est finançable, c'est la certification. Si le CAP de cuisinier a été choisi par le Coparef Pays de la Loire, tous les demandeurs d'emploi, si c'est la liste de demandeurs d'emploi, peuvent suivre le CAP de cuisinier. Hein, donc c'est effectivement lié au choix de la certification, le financement. Et le caractère finançable au titre du CPF est lié à ça. Hein, donc après, effectivement, de fait, mais on a progressé avec l'intercarif et avec tous les carifs et avec les réseaux d'opérateurs pour que petit à petit cet écart de formation qui n'apparaissait pas, enfin qui était bien éligible mais qui, à cause de problématiques SI d'un moment ou à un autre, ne remontait pas comme éligible, ça diminue tous les jours. Vous pouvez avoir encore, et vous l'évoquez, une remarque de ce type-là, effectivement. Dans ce cas-là, effectivement, il faut retravailler sur le caractère, il faut retravailler le cas précis de cette formation qui ne remonte pas comme éligible alors qu'en fait, dans les listes, elle l'est. Donc là, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut, moi je reprends, il ne faut pas confondre formation et certification. C'est pas la même chose. Et certification et bloc de compétences ne sont pas la même chose non plus. Alors, là, oui. Non, alors, la certification, c'est
l'ensemble, c'est ce que l'on va retrouver. Une certification professionnelle, dite professionnelle, c'est ce que vous allez retrouver comme étant reconnu par la CNCP. Donc voilà. Un certain nombre de formations ne sont pas dites certifiantes parce qu'elles ne sont pas inscrites au RNCP. Et par contre, certaines formations peuvent être qualifiantes, mais pas certifiantes. C'est-à-dire qu'elles sont reconnues par des branches professionnelles. Et donc, de fait, toutes les formations ne sont pas certifiantes. Certaines peuvent être uniquement qualifiantes ou d'autres même simplement donner accès à une attestation de certificat de formation. Donc voilà. Après, quand on parle de bloc de compétences aujourd'hui, on parle d'une partie intégrante d'une certification. C'est ça la définition du bloc de compétences. Et toutes les formations ne sont pas calées sur les blocs de compétences. Et ce que l'on attend aujourd'hui, c'est pas la reconnaissance d'unité de certification, c'est la reconnaissance du bloc de compétences. L'unité de certification, c'est la manière dont on va s'organiser pour faire que les gens acquièrent des compétences. C'est pas ça qui est reconnu. Ce qui est reconnu, c'est la première partie, c'est quelles sont les compétences attendues et donc quel est le bloc de compétences qui peut être certifié. Et juste un point, mais qui va peut-être arriver bientôt dans les régions. À la demande d'Emmanuel Vargon, on avait depuis le mois de juillet fait au niveau national un groupe de travail avec les organismes de formation où on a travaillé avec les représentants nationaux et on a travaillé un support qui effectivement reprend cette définition des blocs de compétences telle qu'elle a été validée, qui reprend un certain nombre d'éléments, notamment sur la CNCP, sur le RNCP, sur l'inventaire, enfin un certain nombre de points précis, plutôt à destination des organismes de formation. Donc je pense qu'il est en phase de finalisation, il devrait vous arriver via évidemment les régions d'ici peu. Bonjour. Est-ce que, par exemple, dans le registre national des certifications professionnelles, une seule compétence peut être prise et donc, en la considérant comme un bloc de compétences, mais n'étant qu'une seule, est-ce qu'elle peut être financée, celle-là aussi ? Si elle est définie comme étant un bloc de compétences, elle peut. À partir du moment où elle fait partie d'une certification. Alors la demande qui est faite, c'est de ne pas découper les certifications en plus de 7 blocs de compétences maximum. Donc attention, parce qu'après, effectivement, ça devient compliqué. Mais juste, si je peux me permettre, faut reprendre la définition du bloc de compétences qui a été élaboré par le COPANEF au mois de juillet dernier, qui a été repris par la CNCP et qui dit un bloc de compétences, c'est un ensemble de compétences homogènes nécessaires à la réalisation d'une activité professionnelle. Et ce bloc de compétences, il doit être tracé, validable. Donc c'est en soi un élément de la certification. Ça peut être un élément de la certification. C'est ces deux éléments-là, à mon sens, qu'il faut retenir. Et donc, du coup, c'est difficile d'avoir un bloc de compétences égal à une compétence. C'est un ensemble homogène de compétences nécessaires à la réalisation d'une activité professionnelle. Si on reprend la définition qui a été élaborée par le COPANEF et qui a été Elle a été retravaillée parce qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord et donc on va avoir la dernière version. Effectivement, il y a eu le COPANEF, la DGEF avait travaillé, le COPANEF a travaillé. Il y a eu un nouveau groupe avec la CNCP dans la boucle. Donc effectivement, cette définition que je pourrais vous envoyer, que vous pourrez transmettre, mais qui est dans le support pour les organismes de formation. Donc les blocs de compétences se définissent comme des ensembles homogènes et cohérents de compétences. Ça, il n'y a pas de différence. Un bloc de compétences peut être commun à plusieurs certifications professionnelles ou spécifique à une certification particulière. Donc ça répond à votre question. Les deux cas existent, sous réserve du ou des certificateurs concernés. C'est-à-dire qu'on n'est pas
un organisme de formation qui découpe, mais on est bien, c'est sous réserve du certificateur. C'est de la responsabilité du certificateur de découper les éléments en blocs de compétences. Un bloc de compétences ne doit pas être confondu avec un module de formation ou avec un contenu de formation. Voilà ça, le processus pédagogique qui permet l'acquisition des compétences au sein d'une certification d'un bloc. Chaque bloc doit donner lieu à une évaluation, processus de vérification des compétences, et une validation, attester les compétences. Donc l'acquisition d'un bloc peut donner droit à une attestation d'acquisition de compétences ou équivalent. L'identification en bloc de compétences n'est pas une obligation pour le certificateur, hein. Il peut découper, mais il peut ne pas, hein. Il y a des titres pro qui n'ont qu'un seul CCP, par exemple, hein. Donc n'est pas obligé. Et l'ensemble des blocs de compétences constitutifs d'une certification doit être validé dans le délai prévu par le certificateur. C'est-à-dire que le certificateur doit aussi prévoir son délai, hein. Certains, c'est 5 ans pour valider. Voilà, alors, c'est en 4 pages. Je vous lis que la première. Mais enfin, voilà les grands éléments qui ont donné lieu et qui font qu'effectivement, c'est des questions qui nous remontent depuis au moins 8 mois. Mais le temps de concertation, de mettre d'accord au niveau national tous les différentes parties prenantes, fait que ça aboutit maintenant, en fait, hein.